On a déjà vu, quand on parlait de modèles de probabilité, que ce soit pour une population ou pour une distribution d'une variable aléatoire, que cette distribution était connue à un ou deux paramètres près. Et donc, on s'est dit qu'on verra plus tard, nous allons nous donner les moyens d'approcher ce paramètre dans la mesure du possible. Je crois que le temps est venu maintenant pour le faire. Donc, cette leçon 17 va s'intituler « Estimation d'un paramètre d'une distribution ». Alors, nous allons d'abord parler de l'estimation ponctuelle d'un paramètre d'une distribution. Ponctuelle, c'est ça le mot qui caractérise cette façon d'estimer, et on va comprendre de quoi il s'agit dès qu'on va entamer ce paragraphe. Et la deuxième partie, ça va être estimation par intervalle de confiance. Donc, deux modes d'estimation. Un premier mode que nous allons qualifier de ponctuel, et un deuxième, estimation par intervalle de confiance. Tout de suite, attaquons l'estimation ponctuelle d'un paramètre d'une distribution. Alors, soit un échantillon aléatoire, Y1, Y2 jusqu'à Yn, dont la distribution est connue, sauf pour un paramètre θ appartenant à un sous-ensemble noté grand θ de R ou de R2, l'ensemble des réels ou l'ensemble des réels au carré. Donc, le point de départ, c'est toujours un échantillon, c'est-à-dire n variables aléatoires, indépendantes, identiquement distribuées. Et nous avions vu comment on a associé cette collection de variables aléatoires à des observations sur n individus pris dans une population ou n observations répétées d'un phénomène. Donc là, nous avons tout simplement pour la simplicité supposé que le paramètre inconnu peut être unidimensionnel, faisant partie de R, ou bidimensionnel, et dans ce cas-là, il serait dans une partie de R2. Alors, dans ce chapitre, on va estimer θ ou une fonction de θ notée G de θ. Pour l'exemple de la longueur L d'une table, on a vu que l'échantillon est normal L sigma carré. θ, dans ce contexte, c'est le couple L sigma carré, et Gθ, c'est L. Donc, bien que notre distribution elle est connue à θ près, c'est-à-dire la longueur de la table et le sigma carré que nous avions dit associé à la précision de la mesure, le paramètre d'intérêt à estimer, c'est L, c'est la longueur de la table. Après tout, c'était ça notre objectif de départ. Donc, c'est une des coordonnées de ce paramètre bidimensionnel à laquelle nous allons nous intéresser ici dans cette partie estimation. Alors, tout d'abord, une définition. Une statistique est tout simplement une fonction observable des Y. Alors, ça, c'est une définition de commodité. Elle n'a rien d'extraordinaire, mais ce qui est important ici, c'est ce mot observable. Parce que, pour nous, nous avons des observations et nous avons une fonction de ces observations, et ce que nous voulons, c'est une fonction qui devient connue une fois les observations sont faites. Alors, ça va devenir un peu plus clair à travers les exemples que je vais vous présenter tout de suite. Alors, t est égal à h, une fonction de y1, y2, yn, est une statistique si pour y1, petit y2, petit yn, des valeurs observées de l'échantillon, la valeur de t, qui est t fonction des valeurs observées, est connue. Donc, il devient disponible. C'est un nombre, il n'y a rien d'inconnu là-dedans. Et dans ce cas-là, nous parlons de t comme étant une statistique. Donc, finalement, toute fonction des observations, elle est d'abord une variable aléatoire, puisqu'elle est fonction de variable aléatoire. Mais ce n'est pas n'importe quelle variable aléatoire, c'est une variable aléatoire observable, c'est-à-dire qui devient connue une fois les observations sont faites.
Alors, pour les YI, quelques exemples. D'abord, la moyenne arithmétique. Il n'a rien d'extraordinaire. Une fois les petits YI deviennent disponibles, ce grand Y bar devient petit Y bar, c'est la moyenne de ces observations, donc connue. Même chose, la variance de l'échantillon, c'est comme ça qu'on l'avait déjà qualifié, c'est la somme des YI moins Y bar au carré, le tout divisé par N. Donc, tout est observable quand on passe à l'observation de l'échantillon, et donc S carré devient connu. Le sup des YI, la plus grande valeur des valeurs observées, c'est aussi une statistique et elle est observable. Le sup plus l'inf divisé par 2. Donc, c'est la plus grande valeur observée plus la plus petite valeur observée, le tout divisé par 2, c'est un petit peu le milieu de l'échantillon. Donc, toutes ces statistiques sont chacune une statistique. Dans ce cas-là, si l'espérance de YI est égale à Gθ, alors la somme des YI moins Gθ au carré sur N n'est pas une statistique. Donc c'est un contre-exemple de fonction d'observation qui n'est pas une statistique. Pourquoi? Tout simplement parce que dans cette quantité, dans cette variable aléatoire, il y a le θ qui est inconnu. Donc même si on fait les observations, ces YI seraient connus, mais à cause de cette partie-là, le tout resterait inconnu jusqu'à ce qu'on connaisse θ, le paramètre inconnu. Donc ceci n'est pas une statistique, c'est une variable aléatoire, bien évidemment en fonction des observations, mais à cause du fait que θ est inconnu, ce n'est pas une statistique. Alors, définition. Un estimateur E de Gθ est une statistique choisie convenablement. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est un estimateur? C'est d'abord une statistique. Mais on va voir que cette statistique n'est pas prise n'importe comment, mais il sera choisi d'une certaine façon pour finalement répondre aux besoins de l'estimation tel que nous allons le développer au fur et à mesure que les choses progressent dans ce chapitre. Alors, pour faire ce choix convenable, nous allons introduire un critère. Et donc, parmi les critères de sélection d'un estimateur, on choisira E pour lequel cette quantité-là, elle est petite. Donc, cette quantité-là est petite. Qu'est-ce que c'est que cette quantité-là? C'est le carré d'abord, c'est une sorte de distance entre ce que nous appelons estimateur et la valeur que nous voulons estimer. C'est Gθ. Donc, c'est une sorte de distance, mais en passant à la moyenne, donc c'est une sorte de distance moyenne entre l'estimateur et la quantité que nous voulons estimer. Si cette quantité-là, elle est réduite, elle est relativement petite, ça va nous donner un critère qui va nous permettre de dire que notre estimateur est correct ou convenable tel que je l'ai introduit ici. Donc voilà, retenons ce critère parce qu'il est essentiel. Il y en a d'autres, mais je crois que le plus utilisé pour juger des estimateurs, c'est plutôt celui-là. Donc ici, je crois qu'on n'a pas besoin d'un jargon statistique ici, mais cette quantité-là est généralement dite risque quadratique moyen, mais ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est de comprendre que c'est une distance moyenne entre l'estimateur et la valeur, la fonction du paramètre que nous voulons estimer. Alors, si pour deux estimateurs E1 et E2, on a l'espérance mathématique de E1 moins Gθ au carré est inférieure à l'espérance mathématique de E2 moins Gθ au carré, quel que soit θ, avec l'inégalité stricte au moins pour une valeur de θ. Dans ce cas-là, on préférera E1 à E2. Alors, un petit mot sur le θ qui est ici et que nous retrouvons ici aussi. Le θ qui est là veut dire que, puisque là, notre estimateur est une fonction des observations, et puisque
les observations dépendent d'une distribution. Et cette distribution dépend de ce paramètre qui est inconnu. Donc, pour différents choix du paramètre, nous avons une distribution. Donc, cette espérance-là est calculée sous la distribution avec le choix de cette valeur comme valeur du paramètre θ. Alors, une fois l'échantillon est observé, la valeur numérique observée de E est dite estimande aux valeurs estimatives de Gθ. Donc, le E, c'est une quantité aléatoire. Une fois les observations arrivent, nous avons donc un nombre, et ce nombre-là, c'est celui qui va nous servir à approcher cet inconnu Gθ, et nous l'appelons estimande ou valeur estimative de Gθ. Dans la pratique, c'est cette valeur qu'on utilisera pour estimer Gθ ou encore approximer Gθ. Donc, c'est la valeur numérique et non pas l'estimateur. L'estimateur ne servira que pour apprécier cette valeur numérique dans sa précision comme valeur estimative de notre inconnu G de θ. Alors, définition. Un estimateur E est dit sans biais pour estimer Gθ si l'espérance mathématique de cet estimateur, c'est précisément le paramètre à estimer, donc la fonction θ. Dans ce cas, la quantité qui nous sert à apprécier cet estimateur n'est rien d'autre que la variance de cet estimateur. Donc, rien d'extraordinaire, sauf que pour un estimateur sans biais, la quantité qui permet de juger l'estimateur, c'est sa variance. Donc, un estimateur sans biais est apprécié à travers sa variance. Pour des estimateurs sans biais, on choisira celui qui a la plus petite variance, et ceci uniformément en θ, c'est-à-dire pour tous les θ. Et c'est comme ça que nous avions proposé tout à l'heure de comparer des estimateurs pour tout θ. Alors, un exemple tout de suite. Pour mesurer L, la longueur de la table, MI était supposé normal, L sigma carré. L'espérance mathématique de la moyenne des MI, c'est précisément la valeur L à estimer. Et donc, M indice M, cette statistique-là, est un estimateur sans biais de L. Pour l'apprécier, nous avions dit qu'il fallait considérer sa variance. Sa variance, on a déjà vu, c'est tout simplement sigma carré sur N, qui est petite si sigma carré est petit, mais sinon, N est grand. Donc, on peut prendre N suffisamment grand pour rendre cette variance très petite et rendre cet estimateur relativement correct. Alors, là, cette moyenne qui servait pour estimer L, elle est aussi normale, L, sigma carré sur N. Et donc, si je passe à Z qui est cette statistique moins sa moyenne divisée par son écart type, j'obtiens une normale standard 0,1. Et donc, je peux voir que, d'après une formule que nous avions déjà vue, la probabilité que la normale standard entre moins 2 et 2, c'est 0,97. Et donc, en essayant d'échanger Z en M, j'arrive à cette quantité-là. Donc, la probabilité que M est distant de L en valeur absolue, pas plus de 2 fois sigma sur racine de N, c'est 0,97. Donc, c'est presque 1. Alors, si sigma carré est égal à 0,25 et n égale à 25, pour ce choix des nombres, alors la variance de cet estimateur, c'est 0,01, et donc cette quantité-là, c'est 0,2, et on arrive à le cas particulier avec ces valeurs, que la probabilité que l'estimateur moins la valeur à estimer en valeur absolue inférieure à 0,2, c'est 0,97. Les chances que l'écart entre cet estimateur et la valeur qu'il veut estimer, L, soit inférieur à 0,2 sont de l'ordre de 97%. Alors, en général, sigma carré est inconnu et on a besoin de l'estimer. L'estimateur traditionnel, on l'a déjà vu, c'est la variance de l'échantillon. Cette variance n'est pas sans biais pour estimer sigma carré. Alors, c'est cette quantité-là où on divise par n-1 plutôt que par n, qui est sans biais. Nous ne cherchons pas à le vérifier, mais ça, on avait déjà l'occasion de l'appeler pseudo-variance de l'échantillon. Donc, au lieu de n, on divise par n-1 et on obtient un estimateur sans biais de l'échantillon. Remarque, bien que S carré, que nous venons de voir, était un estimateur sans biais de sigma carré, S, la racine carrée de S carré, n'est pas un estimateur sans biais de sigma. C'est un estimateur,
mais il n'est pas sans biais. Ça veut dire que son espérance mathématique n'est pas sigma. Alors, exemple 2, pour estimer la proportion P de malades dans une population, l'observation EI que nous avions déjà vue, étiquette, malade, non malade, et Bernoulli de paramètre P, et n fois la moyenne de ces observations, c'est binomial NP, donc l'espérance de ce E bar est égale à P, et donc E bar est un estimateur sans biais de P. La proportion des malades dans l'échantillon est un estimateur sans biais de la proportion des malades dans la population. Alors, la variance de ce E bar, il est déjà, puisque n fois E bar est une binomiale, c'est P, 1 moins P sur n, c'est un truc que nous avions déjà vu, mais pour n'importe quelle valeur de P, cette quantité-là est majorée par un quart, donc le taux reste inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance n. Eh bien, nous voyons encore une fois que nous pouvons rendre cette variance aussi petite que l'on veut en prenant n suffisamment grand. Donc, on peut vouloir estimer cette variance de EI, qui est P facteur de 1 moins P. Alors, deux estimateurs sont d'intérêt. Le premier, c'est celui que nous avions vu et qui n'est pas sans biais. Le deuxième, c'est celui que nous avions appelé pseudo-variance et qui est sans biais. Donc, si vous voulez, à chaque fois qu'on a des observations, il suffit de ne pas diviser par n, mais de diviser plutôt par n-1, et le résultat, c'est un estimateur sans biais de la variance. Alors, ça c'est un calcul sur lequel je ne vais pas aller dans les détails, et nous pouvons, à travers ce développement de calcul, montrer que notre estimateur S carré, d'abord V carré, l'estimateur divisé par n, qui n'est pas sans biais, c'est la variance de l'échantillon, c'est tout simplement E bar, facteur de 1 moins E bar. Et donc, on déduit que la pseudo-variance, qui est un estimateur sans biais, elle est égale à n sur n moins 1 E bar, facteur de 1 moins E bar. Donc, c'est à travers ce petit développement, qui est élémentaire à vérifier. Maintenant, nous arrivons à la deuxième partie, qui est très liée à la première, et celle que nous allons appeler estimation par intervalle de confiance. Alors, dans le paragraphe précédent, on a cherché à approcher un paramètre par la valeur observée d'un estimateur, donc une approximation d'un paramètre par une valeur. Cette valeur est dans un voisinage de L, de la longueur, plus ou moins large, selon la qualité de cet estimateur. Donc, c'est la variance qui nous permettait d'apprécier combien l'estimateur était loin de la valeur qu'on voulait estimer. Alors, dans ce contexte, on est tenté de chercher, au lieu d'une valeur, un intervalle dans lequel on est sûr de trouver le paramètre. Ceci est irréaliste. Donc, nous allons nous contenter de quelque chose qui est du moins un intervalle qui contient ce paramètre avec une grande vraisemblance. Donc, au lieu de chercher un paramètre un intervalle qui contient notre paramètre avec certitude, nous allons nous contenter de chercher un intervalle qui contient ce paramètre avec une grande vraisemblance, et ceci est plus réaliste. Alors, c'est à ça qu'on va se consacrer dans la suite. Alors, exemple, toujours, on a vu que la probabilité que la moyenne de l'échantillon était comprise entre L moins 2 fois ceci et L plus 2 fois la même chose, c'était presque plus que 97%, donc 0,97. Avec M, la moyenne. Et donc, nous pouvons tout simplement échanger les choses. Nous pouvons maintenant faire passer le M de ce côté-là et le L de l'autre côté et arriver à encadrer le L par plutôt une quantité contenant M de part et d'autre. Donc, voilà. Ceci, c'est tout ce qui est de ce côté-là, ce sont des constantes, que ce soit à gauche ou à droite. Au milieu, nous avons notre statistique qui est notre estimateur, elle est aléatoire. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est échanger le rôle de M bar et de L dans l'inégalité. Donc, faire passer ce M, le soustraire des trois membres, et en même temps faire passer le L vers le milieu, et voilà ce que nous retrouvons. Donc, cette double inégalité dans le crochet, elle est la même que la double inégalité dans le crochet. Et alors, nous nous retrouvons avec un intervalle
de bornes aléatoires. Donc ça, c'est une quantité aléatoire, c'est une statistique. Et ça, c'est une quantité aléatoire, c'est une statistique. Et donc, l'intervalle que nous avons ici, elle est de bornes aléatoires, et elles se trouvent dans cet intervalle avec une probabilité qui est toujours 0,97, puisque de toute façon, ceci, c'est tout simplement une conséquence de ce qui est écrit ici. Donc, je répète, puisque cette partie-là, ce passage d'ici à là, c'est vraiment le passage crucial pour, à partir d'une relation probabiliste, nous construisons ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Donc, notre problème, c'est d'estimer L. Au lieu de le chercher à l'approcher par une valeur, nous l'avions mis entre deux quantités. Et la probabilité qu'il soit compris entre ces deux quantités-là, elle est assez élevée, c'est 0,97. Une autre observation. Si nous regardons les deux bornes qui sont ici, ils vont nous former un intervalle. Le centre de cet intervalle, c'est M bar. Donc, M bar, c'est le centre de cet intervalle. Et le rayon, c'est 2 fois ceci, qui est l'écart type de la moyenne. Donc, moins 2 fois le rayon, plus 2 fois. Alors, si on suppose que sigma est connu, l'intervalle de bornes aléatoire M bar moins 2 fois ceci, M bar plus 2 fois la même chose, est dit intervalle de confiance pour L de coefficient de confiance 0,97 ou 97%. Alors, plus sigma sur racine de n est petit, plus cet intervalle est court. Donc, je reprends. Ici, le milieu de l'intervalle, c'est M bar. Et le rayon, c'est 2 fois ceci. Donc, le rayon, il est petit avec sigma petit ou n est grand. Donc, avec sigma sur racine de n petit. C'est ce qu'il dit ici. Donc, plus cette quantité-là est petite, plus cet intervalle-là est court. Et nous désirons cet intervalle court. Parce que nous cherchons un intervalle avec lequel nous sommes pas tout à fait sûrs, mais à 90% sûrs qu'il contient notre L inconnu. Si cet intervalle-là est très large, très très large, ben, je ne crois pas qu'il nous serait très utile. Alors, un petit exemple pour mieux expliquer cette idée-là. Supposons qu'à première vue, la table nous semble mesurer 80 cm. À première vue. Et donc, nous avions effectué des mesures. Alors, si je donne comme intervalle de confiance, je dis que cette table-là mesure 80 cm, plus ou moins 17 cm. Bah, ce n'est pas du tout quelque chose d'acceptable. 80 cm, plus ou moins 17 cm. Donc, ça va de 63 à 97 cm. C'est trop large pour que ça soit une bonne approche pour estimer notre longueur de la table. Ce qui serait intéressant, c'est de dire, par exemple, 80 cm plus ou moins 0,01 ou 0,1 cm. Alors là, c'est quand même, on est à quelques millimètres près de la vraie longueur de la table. Donc, nous voulons que ceci soit petit pour que notre intervalle de confiance soit assez réduit. Et donc, nous avons une très bonne estimation. Je crois que cette idée-là d'estimer un paramètre par intervalle de confiance, c'est la chose qu'on fait couramment en physique, en essayant d'incorporer ce qu'on appelle les incertitudes. Et donc, nous ne donnons jamais une valeur comme valeur estimative d'une mesure, mais il y a toujours un plus ou moins quelque chose. Et ce plus ou moins quelque chose doit être relativement réduit par rapport à la longueur. Alors, une fois l'échantillon est observé, on utilisera l'intervalle M moins 2 sigma, toujours la même chose, M bar plus, pour estimer L comme intervalle. Alors, quel est le nouveau dans cet intervalle? Si vous voulez, si dans l'intervalle de tout à l'heure, on avait ici un grand M bar, c'est-à-dire une statistique, qui était encore une variable aléatoire. Maintenant, les observations sont faites, et les grands TMI sont remplacés par leurs valeurs prises dans cette expérience, et donc ceci devient un nombre. Et alors, tout est nombre. Tout est nombre.
Alors, la seule chose qui risque de nous poser problème ici, c'est le sigma. Là, l'écart type ou son carré qui est la variance et qui pourrait être inconnu. Mais si elle est connue, maintenant nous avons un véritable intervalle qui nous permet d'estimer L et de dire que notre L se trouve dans cet intervalle avec une certaine confiance, exprimée en termes de coefficient de confiance, 97%. Alors, sigma carré est égal à 0,25, n est égal à 25, alors cette valeur-là, qui est représentée le rayon de l'intervalle, c'est 0,2, et par suite, notre intervalle devient m bar moins 0,2, m bar plus 0,2. Donc, je crois que avec 0,2, plus ou moins 0,2, ça pourrait être relativement correct. Attention, je crois que il ne faut pas voir le 0,2 comme étant une valeur intrinsèque. Il faut toujours relativiser les choses. Si vous mesurez quelque chose qui, dans la longueur, c'est 1 km, et si vous vous trompez de quelques dizaines de centimètres, c'est pas très grave. Mais si vous mesurez quelque chose qui a une longueur de l'ordre de 80 cm, comme je viens de le dire, 7-10 cm, c'est déjà beaucoup. Donc, les choses sont relatives. Le 0,2 qu'on doit apprécier ici, c'est par rapport à l'ordre de grandeur de ce m bar. Alors, si sigma carré est inconnu, et je crois que c'est généralement le cas, on l'estime par S carré, qui est égal à somme des mi moins m bar au carré sur n moins 1, et on utilise l'intervalle avec S à la place de sigma, qui est la racine carrée de ça. Et cet intervalle-là sera considéré comme un intervalle de confiance, toujours pour L. Bien évidemment, sans coefficient de confiance, il est approximativement 0,97. Pourquoi je dis approximativement? Parce que il était exactement 0,97 quand on avait ici sigma. Mais là, nous avions substitué S à sigma, nous avions estimé, et donc on a certainement un tout petit peu modifié cet intervalle, mais il restera tout de même un intervalle de confiance de coefficient de confiance 0,97 pour notre longueur L. Bien évidemment, nous avions déjà dit que lorsque n est grand, ce S carré est pratiquement sigma carré. Donc, quand on a un nombre d'observations assez grand, on peut, sans aucune crainte, mettre le S ici, et nous conservons à peu près le même intervalle. Alors, exemple de suite, pour estimer la proportion P des malades, on pose Z est égal à N, racine de N, E bar, moins P, P, 1 moins P, le taux à la puissance 1 demi. Donc, je crois que ce Z-là, on l'a déjà rencontré. Donc, pour estimer la proportion P des malades, dans notre population où il y a une proportion P de malades et 1 moins P de non-malades, nous proposons ce Z qui est défini comme ça. Alors, si N est grand, c'est-à-dire N plus grand que 25, 30 en général, la distribution de Z est approximativement normale 0,1. Donc, voilà le Z que nous sommes en train de proposer. Il est à peu près normal 0,1 à condition de diviser par le n à la puissance 1 demi qui est ici. On pouvait diviser ceci avec pour obtenir l'écart type de E bar. Donc E bar, son espérance mathématique c'est P, et sa variance c'est tout ça sans le 1 demi divisé par n, donc c'est le carré de ça divisé par ça. Et donc maintenant je prends la racine carrée au dénominateur, ça on l'a déjà dit, pour standardiser, donc pour arriver à une variable aléatoire qui a pour espérance mathématique 0 et qui a pour variance 1. Donc c'est ce Z-là sur lequel nous allons nous baser pour estimer la proportion P. Alors, avec sigma qui est égal
à P facteur de 1 moins P à la puissance 1/2, on a la probabilité que E bar se trouve, encore une fois, entre deux quantités est égale à 0,97. Bon, une petite nuance avant d'aller plus loin. La nuance, c'est que dans l'exemple précédent, on avait la même chose avec 0,97. Sauf que, dans l'exemple précédent, les observations étaient supposées normales elles-mêmes. Donc, la distribution de E bar était une distribution normale exacte. Ici, nous n'avons pas une distribution normale exacte. Nous avons une approximation par une normale avec, bien évidemment, un nombre d'observations assez important. C'est ce que nous venons de dire. Donc, cette égalité-là, elle est un petit peu, il n'est pas tout à fait une égalité, elle est une approximation relativement correcte. Et cette approximation pourrait être très très correcte si notre n dépasse 30, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, si n dépasse 30, on n'aurait pas exactement ce nombre-là, mais la différence ne se verrait pas dans ces deux chiffres décimaux. Il se verra au 5e ou au 7e chiffre décimal. Donc, ça changera rien du tout. Donc, la nuance entre le cas précédent et ce cas-là, c'est que dans le cas précédent, nous avions une distribution exacte, alors que dans celui-là, nous avons une approximation. Et l'approximation, rappelez-vous, revient du fameux théorème que nous avions évoqué il y a de là quelques leçons, et que nous avions dit que pour des variables aléatoires quelconques, bien évidemment, qui constituent un échantillon, mais sans rien dire sur leur distribution, leur somme ou leur moyenne, quand le nombre d'observations est assez grand, était approximativement normal. Bien évidemment, selon que c'est la moyenne ou la somme, la normale aurait pour espérance mathématique l'espérance de cette quantité-là et pour variance, la variance de cette quantité-là. Donc, il faut adapter la moyenne et la variance à la quantité qu'on considère, soit la somme, soit la moyenne. Donc, comme, encore une fois, dans ce cas-là, nous allons réadapter les choses, faire passer le E bar vers les bornes et faire passer le P vers l'intérieur. Et nous voyons que la probabilité que P, qui est notre proportion inconnue, est coincée entre deux valeurs que nous espérons déterminer, est de l'ordre de 97%. Bon, même problème. Il ne faut pas se leurrer, des fois on peut dire si sigma est connu, mais dans la réalité, sigma n'est presque jamais connu. Donc, on estime sigma par cette valeur-là. Nous l'avions déjà rencontré, cette valeur-là. Nous l'avions rencontrée avec grand E bar, et la valeur observée, c'est petit v, c'est petit E bar, facteur de 1 moins E bar à la puissance 1/2. Donc, si on estime sigma avec ce produit élevé à la puissance 1/2, c'est quoi ce produit? C'est la proportion des malades observés maintenant. L'expérience est en faite, les individus ont été examinés. C'est la proportion des malades dans notre échantillon, 1 moins la proportion des malades dans notre échantillon, c'est-à-dire, ça c'est la proportion des malades dans l'échantillon, et ça c'est la proportion des non-malades dans l'échantillon. Donc c'est le produit des deux proportions. Élevé à la puissance 1/2, c'est la valeur que nous allons utiliser pour estimer sigma. Et on va substituer cette valeur ici pour remplacer sigma, et ça nous donne cet intervalle. Donc voilà, encore une fois, nous obtenons un intervalle de confiance pour notre proportion P. Nous pouvons plus ou moins garantir, et notre proportion se trouvera dans cet intervalle, avec 97% de chance. Mais ce qui serait désirable, encore une fois, c'est d'avoir quand même un intervalle de confiance assez réduit. Deux possibilités sont à notre disposition. La première restera toujours n. Mais moi je crois que le n reste le dernier recours. Pourquoi? Parce que je n'ai pas arrêté de dire que faire des statistiques, c'est plutôt, au lieu d'aller vers le grand univers, la grande population, nous travaillons sur un sous-groupe, et ça ne serait pas raisonnable à chaque fois de dire qu'il faut élargir
de la manière la plus grande possible le groupe, parce que là, ça contredirait même l'essence des statistiques. On va commencer à travailler, au lieu de faire un travail plus ou moins, disons, miraculeux, qui nous permet d'étendre des conclusions à des populations énormes à propos de petits groupes, nous allons ici dire que, bon, allez-y vers le groupe. Et là, ça ne va pas. Donc, le N grand, mais on ne s'attend pas à ce qu'il soit géant. Le V aussi, on ne peut pas faire du V ce que nous voulons. Le V, c'est l'expérience qui va nous le donner. C'est l'expérience qui va nous le donner. Mais j'espère que vous avez déjà remarqué que lorsqu'on a un nombre E bar, peu importe le nombre, tout à l'heure c'était P, ici c'est P, et ici c'est E bar. Donc ces deux quantités-là, ils ont la même forme, sauf que là il y a P, il y a E bar. Et ce qui est commun à P et E bar, c'est le fait qu'ils se trouvent tous les deux dans un intervalle 0,1. Ça, c'est une proportion dans la population, ça c'est une proportion dans l'échantillon. Donc une proportion, c'est un nombre compris entre 0,1. Donc quand un nombre est compris entre 0,1, ce nombre multiplié par 1 moins ce nombre, il est toujours majoré par un quart. La plus grande valeur, c'est un quart. Donc ce V, il est majoré par 1,5, puisque c'est le 1 quart pris à la puissance 1,5, donc racine carrée. Donc c'est majoré par 1,5. Déjà, sans avoir exactement la valeur de ça, ni de celle-ci, nous avons une majoration par 1,5 du V. Mais je suis sûr et certain que le 1,5 qui est là, c'est la valeur maximale de V. Et la vraie valeur de V à travers les observations serait beaucoup plus petite. Alors si je parle de 1,5, c'est tout simplement pour fixer un petit peu les idées et dire que nous avons une valeur maximale. Mais la vraie valeur observée à travers notre échantillon serait beaucoup plus petite. Ce qui fait qu'on est plus ou moins rassuré d'avoir un petit intervalle. Si la valeur de V n'est pas suffisante pour avoir un intervalle assez court, on poussera un petit peu N pour être un peu plus grand et obtenir un intervalle assez court. Donc, bien que les choses semblent se présenter comme si on avait deux méthodes, mais en fait on n'a pas de méthode. Ces deux méthodes sont complémentaires, ils se complètent. Parce que dans la première, où il s'agissait d'approcher un paramètre par une valeur, et c'est ce que nous avions appelé estimation ponctuelle, point par point, un point par un point. Dans ce cas-là, la valeur toute seule n'était pas suffisante pour dire que nous estimons bien notre paramètre inconnu. Il fallait aussi aller vers la variance de cet estimateur. C'était ça, pour des estimateurs sans biais, le critère qui nous permet de juger un estimateur par rapport à un autre. Donc, l'estimateur qui nous donnerait sa valeur observée que nous avions appelée estimant de valeur estimative du paramètre, plus sa variance pour le juger. La deuxième partie, où on fait une estimation par intervalle de confiance, elle combine ces deux choses à la fois. Nous trouvons notre estimateur comme centre de l'intervalle, il est là, ça c'est la valeur de c'est la valeur observée de notre estimateur, centre d'intervalle, et dans le rayon de l'intervalle, nous trouvons la variance. Donc finalement, ce sont ces deux quantités combinées. Et franchement, au lieu de regarder deux choses à la fois, une valeur estimative, pour la juger, regardez la variance de l'estimateur, l'intervalle de confiance, lui, nous présente les deux à la fois, et il nous permet de juger, si vous voulez, simultanément, le fait de vouloir estimer le paramètre par le centre de cet intervalle qui est la valeur de l'estimateur, mais en même temps, le rayon est déterminé à partir de la variance. Donc, dans la plupart des logiciels de statistique, au lieu de trouver un estimateur et de dire que voilà sa variance, ce qui est proposé, c'est plutôt des intervalles de confiance. Mais ce n'est pas du tout une méthode nouvelle, c'est tout simplement une autre façon de voir la première partie. Sauf que là, nous parlons de coefficient de confiance. Donc, si vous voulez, nous disons que le paramètre, il est dedans, dans cet intervalle, avec un certain coefficient de confiance. Donc, le mot veut tout dire. Je crois que l'essentiel a été dit. Et donc, maintenant, je suis sûr et certain que la plupart des choses ont été bien claires, mais il se pourrait qu'il y ait des questions, il se pourrait qu'il y ait un besoin éventuel d'exercice, et dans ce cas-là, il vous suffit de vous référer
au site web.